Le blocus de Berlin. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous rendons en Allemagne, en pleine guerre froide, dans une ville qui n'a pas fini d'en être le terrain de jeu, Berlin. Alors si la date de début de la guerre froide fait encore débat, pour la première crise majeure de la période, il y a une relative unanimité, c'est le blocus de Berlin. Berlin, c'est bien sûr l'ancienne capitale du Troisième Reich, qui est désormais largement en ruine en 1945, et qui devient, pour la première et pas pour la dernière fois, le lieu d'affrontement des deux superpuissances de l'époque, les États-Unis et l'URSS. Pourquoi Staline décide-t-il de défier les Occidentaux en bloquant Berlin en 1948 ? Alors rappelons d'abord le contexte. L'Allemagne est un pays divisé et occupé militairement depuis que cela a été décidé dans les deux conférences de Yalta et de Potsdam de février et de juillet 1945. À l'ouest de l'Allemagne, on trouve des zones d'occupation des États-Unis, des Britanniques, et une zone française d'occupation qui a été obtenue sur la zone britannique. L'est de l'Allemagne est occupé par l'Union soviétique. Cette division Est-Ouest se retrouve aussi pour l'ancienne capitale du Troisième Reich, Berlin, située en plein milieu de la zone d'occupation soviétique. Il y a des points de passage qui permettent de passer facilement d'une zone à une autre, et la partie ouest de Berlin, donc située en zone d'occupation soviétique, est reliée à l'ouest de l'Allemagne par des lignes de chemin de fer et des routes. Alors la situation aurait pu en rester là, mais les relations entre les anciens alliés se tendent vite. La guerre froide se met en place. Les méfiances conduisent aux tensions, et les crises achèvent de confronter les deux superpuissances. En 1946, invité à l'université de Fulton, dans le Missouri, l'ancien Premier ministre britannique Winston Churchill est le premier à dénoncer ce qu'il voit apparaître en Europe, c'est-à-dire, je le cite, un rideau de fer, qui sépare d'un côté une Europe de l'Ouest, proche des États-Unis, et de l'autre une Europe de l'Est, qui est de plus en plus soumise à la domination soviétique. En 1947, le président américain Harry Truman, qui a succédé à Roosevelt, mort en fonction, va élaborer une doctrine de politique étrangère, que l'on va appeler par la suite la doctrine Truman. Selon lui, le monde se divise désormais en deux camps, d'un côté les défenseurs de la liberté, et de l'autre ceux qui cherchent à opprimer les peuples. Suivez mon regard, d'un côté les États-Unis et de l'autre l'URSS. D'après Truman, il faut tout faire pour aider les peuples menacés par les ennemis de la liberté, et donc tout faire pour empêcher l'expansion du communisme. Zhdanov, l'idéologue du Parti communiste de l'Union soviétique, va lui répondre par une doctrine que l'on va appeler logiquement la doctrine Zhdanov, et dans laquelle il dit qu'effectivement le monde est divisé en deux camps, mais d'un côté le camp impérialiste qui souhaite la guerre, les États-Unis évidemment, et de l'autre le camp anti-impérialiste en faveur de la paix, l'Union soviétique. Si vous ajoutez à ça le plan Marshall, qui est en fait l'application économique de la doctrine Truman, en clair, on aide les pays dans la misère à se relever économiquement par une aide massive financière et matérielle, si vous ajoutez à ça bien sûr les divisions Est-Ouest, vous avez là le décor planté de la guerre froide en Europe. Rappelons que les États-Unis ont la supériorité militaire. Bah oui, ils ont l'arme atomique depuis 1945. Ils l'ont utilisée par 2 fois au Japon. Ils ont aussi la supériorité économique. L'URSS, quant à elle, occupe militairement avec son armée rouge les pays d'Europe de l'Est qu'elle a libérés des nazis. Elle y installe progressivement des régimes communistes qu'on appelle des démocraties populaires. Alors c'est le nom que les communistes leur donnent, évidemment. Ils sont peu démocratiques, mais ce nom est utilisé pour s'opposer à ce que les communistes appellent les démocraties bourgeoises à l'Ouest. Alors démocratie populaire en Bulgarie, en Albanie en 1946, ou encore en Roumanie ou en Pologne en 1947. Partout en Europe de l'Est, les communistes appliquent la même logique, ils parviennent au gouvernement, puis ensuite ils éliminent les oppositions les unes après les autres, tranche par tranche, selon la tactique appelée la tactique du salami. Alors l'expression vient d'un communiste hongrois qui s'appelait Rákosi. En 1948, d'ailleurs, la stratégie a été appliquée en Tchécoslovaquie, où les ministres communistes parviennent progressivement au pouvoir en alimentant un risque de guerre civile. Ils vont pousser ainsi le président Beneš à la démission. Président Beneš, donc, qui est remplacé par un communiste du nom de Gottwald. C'est le coup de Prague.
Alors en réaction à ce coup de Prague, les Occidentaux annoncent en juin 1948 la fusion de leur zone d'occupation en Allemagne et la création d'une nouvelle monnaie, le Deutschmark. L'idée est bien sûr de ressusciter au plus vite une Allemagne de l'Ouest puissante, capable de résister au communisme. Pour Staline, c'est clairement inacceptable, et ça lui fournit le prétexte pour s'emparer de Berlin-Ouest, ce poste avancé du bloc de l'Ouest en plein territoire communiste. Le 24 juin 1948, il tente donc un coup de force en bloquant toutes les voies d'accès terrestres à Berlin-Ouest, où vivent tout de même près de 2 millions de personnes. Les axes ferroviaires et routiers sont systématiquement coupés et contrôlés par les soviétiques. Il y aurait officiellement des problèmes techniques. La veille, on avait aussi coupé le courant aux Berlinois de l'Ouest. Alors c'est d'autant plus simple pour les soviétiques que la centrale électrique se trouve dans la partie est de la ville, c'est-à-dire la partie qu'ils contrôlent. Là aussi, on l'explique par une pénurie de charbon. Bon, la situation est grave pour les Occidentaux. Mais ils ne veulent absolument pas abandonner Berlin-Ouest. Hors de question de laisser encore les soviétiques s'étendre en Europe, et Berlin-Ouest est aussi un symbole, une enclave de liberté au sein du bloc communiste. Les États-Unis sont prudents toutefois. Il n'est pas question de forcer le blocus par la force, et donc de risquer une guerre ouverte. Il faut donc trouver un autre moyen de contournement, et c'est par la voie des airs. Mais est-ce que vous imaginez ce qu'il faut d'avions, et surtout ceux de l'époque, pour une telle opération ? Ceux dont les Américains disposent alors, les C-47, ne peuvent transporter chacun que 3 tonnes de charge. Une goutte d'eau face à ce qui est nécessaire pour ravitailler quotidiennement 2 millions de personnes. Le président Truman croit pourtant à l'opération et il charge le général américain Clay de l'organiser. Alors rapidement un plan est mis en place que l'on va appeler l'opération Victuailles. Depuis les aérodromes d'Allemagne de l'Ouest, 3 couloirs aériens à sens unique, 2 entrants et 1 sortant sont mis en place. L'idée est de faire une rotation continuelle d'avions, atterrissant et décollant, tous chargés de marchandises. Un véritable pont aérien entre l'Allemagne de l'Ouest et Berlin-Ouest. Avec un risque majeur toutefois, que l'URSS décide de faire abattre les avions qui survolent l'espace aérien de sa zone d'occupation. À vrai dire, je n'aurais pas aimé être à la place du premier pilote qui a fait la rotation et devait pas emmener large en survolant l'Allemagne de l'Est. Et pourtant, les soviétiques ne font rien. Ils sont persuadés que cette solution est intenable et que rapidement les Américains arrêteront leur vol. C'est bien mal connaître la détermination du président Truman. Dans la journée du 28 juin, soit 4 jours après le début du blocus, 150 avions atterrissent sur l'aérodrome de Tempelhof avec 400 tonnes de ravitaillement. Alors 400 tonnes de ravitaillement, ça peut paraître beaucoup, mais c'est seulement 1/30 des besoins quotidiens des Berlinois de l'Ouest. Ça ne suffit clairement pas, et il va falloir monter en puissance. 1 mois plus tard, les avions parviennent à transporter en une journée 6 fois plus de marchandises, dont le charbon, la source d'énergie essentielle à l'époque. Le nombre d'avions ne fait que d'augmenter, jusqu'à atteindre 800 par jour. Au printemps, il y a un atterrissage par minute. Et pour multiplier les sites, on utilise aussi des hydravions pour se poser sur les lacs. Rapidement, des pilotes britanniques, canadiens, australiens et même français participent au vol. Ils apportent de plus en plus de choses aux populations. À l'automne, il y a même une centrale électrique en pièces détachées qui parvient à Berlin-Ouest par les airs. Le spectacle de ces avions passionne les petits Allemands, qui les voient comme des sauveurs. Des pilotes fabriquent des petits parachutes artisanaux et larguent du chocolat et des friandises pour les enfants. Ces bombardiers sont appelés les Candy Bombers, les bombardiers de bonbons. Staline pensait que les Occidentaux ne pourraient pas tenir longtemps à ravitailler la ville. 11 mois. Cela va durer 11 mois et 280 000 vols. Au total, et malgré la météo difficile de l'hiver, les avions vont transporter près de 2,5 millions de tonnes de marchandises, alors surtout de la nourriture et du charbon. Précisons que 71 aviateurs vont trouver la mort lors d'accidents. Les aérodromes étant situés en pleine ville, les manœuvres d'approche étaient risquées. Staline réalise l'échec du blocus et décide de le lever le 12 mai 1949. Alors les Occidentaux restent prudents, même si les routes sont de nouveau ouvertes vers Berlin-Ouest, et ils continuent le pont aérien jusqu'en septembre. Alors quelles sont les conséquences de ce blocus de Berlin ? Il y en a 3. D'abord, la cassure entre les deux blocs est définitive, comme l'illustre la division de l'Allemagne en 2 États, la République fédérale d'Allemagne, RFA, formée à partir des 3 zones occidentales,
et la République démocratique d'Allemagne, RDA, formée à partir de la zone soviétique. Ensuite, Berlin-Ouest a changé de nature. Ce n'est plus la capitale des nazis, mais désormais un symbole de liberté, que les Occidentaux sont prêts à défendre chèrement. Les Allemands de l'Ouest ne sont plus les ennemis, mais des victimes à protéger du totalitarisme soviétique, et même plus que ça. Ils deviennent des amis et des alliés. D'ailleurs, en parlant d'alliance, et c'est la troisième conséquence, le blocus de Berlin précipite la signature en 1949 du traité de l'Atlantique Nord, c'est-à-dire l'OTAN. En clair, l'alliance militaire défensive dirigée par les États-Unis et unissant les pays d'Europe de l'Ouest. Ce n'est en tout cas pas fini pour les prétentions soviétiques sur la partie ouest, et Berlin va encore se retrouver au cœur des tensions de la guerre froide par la suite. Mais c'est une autre histoire. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser une note sur votre plateforme de podcast ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.